Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ma review de l'épisode numéro 12 de l'anime Dragon Ball Daima. Sachez qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, le 3 janvier, il y a une sorte de pause pour l'anime qui revient dès le 10 janvier 2025 avec le 13e épisode. Celui de cette semaine titré Véritable force a démontré celle de Vegeta et a surtout mis en avant celle de Majin Buu. Pour ne rien vous cacher du fond de ma pensée, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié mais que j'aurais espéré être meilleur. Véritablement, j'en attendais plus. Le Super Saiyan 3 de Vegeta dans Daima n'était qu'un secret de Polichinelle et je me dis qu'au-delà de toutes les réussites qu'il cumule dans l'épisode, ils auraient pu encore faire mieux. C'est dommage car il y a de très gros noms de l'animation qui ont été portés dans cet épisode-là afin d'en maximiser sa qualité. Au cours de celui-ci, Vegeta se battra en forme de base, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 qu'ils auront vachement essayé de démarquer du premier de par les éclairs mais aussi de par la forte ponctuation de ses mèches dans le deuxième stade du Super Saiyan pour en arriver à ce qui s'apparente au Super Saiyan 3, combat totalement au désavantage de Vegeta face au Tamagami numéro 2, face au Kraken et pourquoi pas face à Neba qui vient apporter un power-up assez conséquent au Tamagami numéro 2 venu de nulle part, mais n'empêchant pas Vegeta d'obtenir la victoire. J'ai trouvé le Kraken beaucoup plus anecdotique dans cet épisode, rapidement tourné en dérision. C'est pas plus mal ainsi, je trouvais qu'on avait beaucoup focalisé dessus, mais le voir dans autant d'épisodes ne fait qu'appuyer selon moi sa ressemblance avec Majin Buu et la haute probabilité qu'il fasse partie de son naissance lorsque Marba l'avait créé. Goku nous était teasé via la preview mais ne sert à pas grand chose dans l'épisode et c'est tant mieux. On a eu une très forte dose de ce personnage-là durant les 12 premiers et le fait que Vegeta gère de A à Z dans l'épisode 12 est vraiment un point positif, à la fois pour lui que pour la série. Majin Buu fera véritablement ses preuves durant l'épisode, vainquant le Tamagami numéro 1. Au vu des présentations insistantes sur ces personnages-là et au vu de la prestation du troisième Tamagami, cela paraît comme un exploit, mais Majin Buu l'a réalisé assez facilement et a simplement eu besoin de se ravitailler en chocolat. Majin Buu s'instaure de plus en plus dans la veine du Majin Buu en sortie du cocon, beaucoup plus proche donc de son naissance que ne l'est pour le moment Majin Buu, avec quelques phases pouvant s'apparenter à Majin Buu pur ou à Super Buu, mais c'est vrai qu'au global il nous rappelle beaucoup le Majin Buu rondelé. Il arrivera à choquer jusqu'à Arinsu et Buu s'instaure véritablement comme un très bon combattant. Si celui-ci paraît ridicule, c'est normal, j'invite celles et ceux que ça choquerait à revisionner le combat de Majin Buu en sortie du cocon face à Majin Vegeta. C'est véritablement du même acabit. Je me demande qui de Tamagami numéro 1 ou Tamagami numéro 2 avec power-up de Neba est le meilleur. Neba a-t-il fait du 2 un meilleur combattant que le premier? En tout cas, le premier ne m'a pas impressionné. Il n'avait pas grand-chose à nous proposer de plus. Il a eu cet aspect un petit peu enflammé, sympathique, mais ça n'allait pas très loin. Et des trois Tamagami, celui qui nous aura, je pense, impacté le plus est le troisième, supposément le plus facile à battre, aussi bien de par la présentation soignée de ses capacités physiques que de par son état d'esprit. Le plus intéressant concernant sa propre mentalité était véritablement le Tamagami numéro 3. Le 2 est différent, il est complètement déloyal, ce qui est plutôt intéressant dans l'écriture mais ça n'a pas été assez exploité, et le premier apparaît comme une copie du 3 mais sans saveur. Même au combat il ne brille pas, il n'aura servi qu'à respirer le fessier de Majin Buu. C'est une frustration que je ressens, je pense que vous êtes nombreux également à la partager, tout cela me donnant l'impression que cet épisode a mis un énorme coup d'accélérateur à l'intrigue de fond de Daima. Les Tamagami sont tous les trois vaincus, les Dragon Ball sont récupérés pas par la même équipe mais elles sont entre les mains d'entités beaucoup plus accessibles, entre guillemets, et se forme une opposition entre ceux qui détiennent la première DB et ceux qui détiennent les deux autres, avec Goma et Degesu qui pour le moment sont observateurs, ne possèdent rien et vont devoir se battre pour détenir tout. D'où probablement le fait que Goma en fin d'épisode semble amorcer le fait qu'il va réaliser son premier gros mouvement dans cette affaire et qu'il ne va pas se laisser doubler encore outre mesure bien longtemps. Dans ce contexte-là, tristement, on peut ressentir comment et pourquoi cette série pourrait se clôturer dans environ 8 épisodes, si les rumeurs sont réelles. On a plus ou moins terminé avec les troisième et deuxième mondes, on n'aura même pas pu explorer le deuxième, c'est vraiment dommage. Kaioshin nous révélant que tout est mort par ici, pourquoi aller voir tout cela? Bon, c'est un choix que je déplore, mais on va faire avec. Direction le premier monde, et va-t-on l'explorer ce monde-là, ou va-t-on rester cloîtré dans cette zone du Tamagami, du palais de Goma? Va-t-on seulement explorer cette structure? On sait que Goma a rappelé toutes ses milices dans le premier monde, donc les combats
devrait véritablement rugir par là-bas? Va-t-il nous sortir lui-même un Majin, une créature ou autre qui peut l'aider à se protéger le temps qu'il fasse le nécessaire pour obtenir le troisième œil maléfique potentiellement en possession de Ibis sur sa ceinture? Goma pourrait-il aller chercher de l'aide en la contraignant auprès de Marba? Va-t-on voir un ancêtre ou un successeur à Babidi qui collaborait avec Goma? Bon, et en même temps, là où le rythme de cette série s'est clairement accéléré, j'ai trouvé celui entourant Vegeta assez limité. On avait senti un énorme décollage sur Son Goku qui combattait le Tamagami numéro 3 et je ne l'ai pas senti aussi appuyé avec Vegeta. Et c'est ça que je trouve dommage. Je n'ai absolument rien contre son Super Saiyan 3 et je trouve plutôt logique qu'il l'ait ici. Alors avant d'en savoir plus sur la série, je pensais qu'il ne l'aurait pas dans Daima pour rester dans la veine de DB, mais je vous invite en marge de cette vidéo à réécouter mon short sur le sujet. Certes, je commençais en disant que Vegeta n'aurait probablement pas le SSJ3 dans cette série, mais si je vous invite à la visionner et à l'écouter, c'est surtout pour le raisonnement qui en découlait. Je m'appuyais sur les propos de Vegeta en fin du tome 42 de Dragon Ball, que Goku utilise le Super Saiyan 3 face à Majin Buu pur. Vegeta tient des propos à ce sujet, nous décrivant le début de sa pensée par rapport au Super Saiyan 3. Un pouvoir phénoménal, mais demandant une endurance hors norme. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre parce que dans l'épisode, Vegeta dit dès le début en forme de base qu'il a du mal à contrôler son corps et arrive tout de même à passer un simili Super Saiyan 3. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a l'air incomplet. Peut-être. Aurons-nous des explications plus tard? Et du point de vue du tome 42 de Dragon Ball, c'est intéressant de voir un Vegeta qui théorise sur ce qu'est le Super Saiyan 3, qui va le mettre en pratique et se rendre compte ensuite que ce n'est pas le bon chemin. La pratique devrait confirmer ses dires dans la théorie. Le mener donc ensuite à Battle of Gods, durant lequel il s'est encore entraîné, pour surdoper son Super Saiyan 2 et ne plus dépendre du 3. Lorsqu'ensuite il veut déployer des pouvoirs supérieurs, il sait qu'il a une marge d'évolution énorme dans le 2, rendant d'ores et déjà le 3 obsolète, et a priori aucun besoin pour lui de faire évoluer le niveau 3, vu qu'il va rapidement obtenir le God et le Blue. J'espère que cette série Daima nous apportera quelques dialogues supplémentaires à ce sujet, pourquoi pas au détour d'une discussion assez posée, peut-être sur le ton de l'humour entre Goku et Vegeta. Ça peut même se faire dans Dragon Ball Super plus tard, peu importe à vrai dire, mais pour entendre ou lire Vegeta, nous dire quelles sont ses conclusions définitives quant à cette transformation, et peut-être avoir une opposition des points de vue. Peut-être aurions-nous un Goku plus optimiste, se disant qu'on peut toujours faire mieux et qu'il veut continuer à travailler le 3, tandis que Vegeta lui indique qu'il est probablement mieux d'internaliser ce pouvoir dans le 2, un peu comme le fait son fils Trunks d'ailleurs plus tard, et ce seraient deux philosophies très intéressantes qui leur offrent deux chemins différents auxquels on a déjà pu goûter dans Dragon Ball précédemment. Il y a donc pas mal de choses que je trouve relativement tronquées dans cet épisode, ça manque pas mal de réactions, Goku réagit vite fait à ce qu'a fait Vegeta, mais bon, ça ne choque pas plus que ça, c'est quand même le Super Saiyan 3 chez Vegeta. Son aspect physique aurait dû également interroger, que cela soit dû à son aspect enfant, peu importe la justification, à vrai dire elle passerait toute, que cela soit dû à son aspect juvénile, au manque de contrôle sur son corps, sous-entendant qu'en version adulte il aurait un similaire à Goku, ou pas, peu importe, mais tout ça aurait dû être détaillé. Ça me fait penser à la fin quand Panzi répare le vaisseau, il n'y a aucune réaction de Bulma. Est-ce que ça se fera au prochain épisode, une petite discussion entre les deux sortes de super ingénieurs en fait dans leur monde respectif? Enfin, faut que ça collabore, faut que ça discute, faut que ça parle. Il faut également que ça échange pour en ressortir grandi. Tout ça rend le fil de l'histoire beaucoup moins organique. Alors qu'au préalable, dans la série, ça y était, on appuyait vraiment beaucoup. Du côté de Vegeta SSJ3, j'ai pas de problème particulier avec son design. Vous allez voir l'explication partout. Oui, c'est en lien avec les concepts originaux du SSJ3 par Toriyama. C'est beau, ça valorise ses travaux, mais en même temps, si Toriyama nous avait pondu la version finale du SSJ3, pourquoi s'appuyer en 2024 sur celle qui n'est pas aboutie? Hormis l'aspect hommage, c'est un petit peu comme si celle devait revenir encore dans sa première forme, et que l'on s'appuyait non pas sur le design définitif de celle première forme d'époque, mais sur celui-ci qu'Akira Toriyama avait créé, comme si Mr. Popo devenait ainsi. Parce que c'est l'ancien design. Il y a quelque chose d'assez antinomique dans le fait d'aller taper dans, entre guillemets, les travaux de recherche et brouillons d'Akira Toriyama au lieu de ses travaux les plus aboutis. Gotenks et Goku l'arborent en plus depuis des années, pourquoi pas Vegeta? Certaines théories sur le fait que ça facilite l'animation, je ne suis pas si certain de cela, on a quand même d'énormes talents chez Toei Animation, c'est pas une touffe de cheveux qui va leur faire peur. J'aurais aussi aimé quelque chose de plus épique, de plus mémorable, concernant Vegeta SSJ3. Ce que je m'apprête à vous dire est évidemment à prendre avec une touche d'humour, mais
Dans 20 ans, on va plus se rappeler de Vegeta avec la moustache dans Dragon Ball GT ou bien de Vegeta SSJ3 dans Daima. Parce que Vegeta moustache DBGT, on en parle toujours jusqu'à ce jour. C'est un classique qui n'a pas forcément plu, mais bon, c'est une grosse référence Dragon Ballesque / pop culture. Alors que le truc a duré vraiment quelques instants dans la série des VGT. Là, on a eu un combat qui n'a duré qu'une poignée de minutes pour Vegeta, qui a évidemment généré toute sa hype sur les réseaux. C'est tout à fait normal et c'est mérité, mais est-ce qu'il va marquer, est-ce qu'il va y avoir une sorte de postérité à Vegeta Super Saiyan 3? Pour tout vous dire, je n'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à faire plus marquant dans Dragon Ball Daima que ce qui s'était fait dans un jeu comme Dragon Ball Raging Blast avec Vegeta SSJ3 ou bien dans la série Dragon Ball Heroes qui a également goûté à Vegeta SSJ3. Ça existe, c'est cool, c'est plutôt intéressant, mais à ce stade, à moins de 24 heures après la diffusion de l'épisode, c'est pour ça qu'il faudra également le digérer, je n'ai pas l'impression que l'on a posé un jalon, un gros marqueur pour Dragon Ball avec Vegeta Super Saiyan 3 dans Daima, mais c'est également dû au fait à un gros problème de la série inhérent à DBS et à Daima, ça se passe pas au bon endroit de la chronologie. J'ai aucun souci avec une ramification à l'arc-bout, mais le problème c'est que ces deux séries, Daima et DBS, souffrent depuis leur début du fait qu'ils se passent avant la fin originelle de Dragon Ball et juste après l'arc Majin Buu. On peut difficilement apporter des nouveautés, et encore moins quand tu insères Daima avant DBS. Là c'est plus que se mettre des bâtons dans les roues. Et donc peut-être que ce Vegeta SSJ3 arrive trop tard aussi. Il fait évidemment penser à Gohan Beast, tout le monde l'a remarqué. Pour ma part, plutôt à Gohan Beast version manga par Toyotaru pour cet aspect 2D, et c'est mieux que dans le film en 3D évidemment, quelque chose que je n'ai pas lu sur les réseaux mais il m'a beaucoup fait penser à Super Vegeta. Face à Cell, sa manière de se tenir, de se battre, sa prise de recul, sa grandeur malgré sa petite taille, son sérieux totalement inébranlable me fait vraiment penser à cette évolution-là, le Dai Nidankai de Vegeta. Voir Vegeta utiliser ce Super Saiyan 3 dans Daima me mène à penser que le Super Saiyan 3, à cette étape de la chronologie de Dragon Ball, est donc banalisé. Vous savez ce qu'il se produit lorsqu'une transformation est banalisée, on nous apporte quelque chose d'autre ensuite. C'est un mécanisme récurrent et assez basique, d'où le fait que Goten et Trunks par exemple, ou encore les Saiyans de l'univers 6, accèdent facilement aux transformations Saiyan de base, car dans DB, Goku évoluait déjà au SSJ 2 et 3, et dans DBS, Goku par exemple, pour préserver le même référentiel, évolue à des niveaux divins, et là était le cœur et les nouveautés. Ça m'amène donc à penser que dans Daima, nous aurons probablement une combinaison de Goku et Vegeta en Super Saiyan 3 face à un ou des adversaires communs, au pire sur deux fronts séparés, mais quelque chose qui va les mettre en parallèle avec ces transformations-là. Pourquoi pas également, après avoir fusionné via Agrecopter, une transformation en Super Saiyan 3 et peut-être un mix des deux designs de Goku et Vegeta, quelque chose qui serait entre les deux encore et qui aurait pu justifier aux yeux du très regretté Toriyama le fait de différencier Vegeta pour que le fruit de leur fusion apporte encore quelque chose de plus. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que je ne peux que m'attendre à ce qu'il y ait une autre transformation désormais entre guillemets inédite, entre guillemets, car il se pourrait que l'on se dirige vers un simili SSJ4 et potentiellement du côté de Goku vu qu'il est le plus sujet à obtenir les nouvelles formes. Bon, Dragon Ball nous a quand même des fois surpris. Avec Gohan SSJ2, on se rappellera tous. Mais au global, c'est souvent Goku qui nous fait la démonstration et qui sert un petit peu de vitrine aux nouvelles transformations Saiyan. Qu'il soit nommé ou non, qu'il soit nommé SSJ4 ou non, il est hautement probable que cela se produise dans Daima face à un ennemi ultime. Et si cela se produit, ça voudrait peut-être dire aussi que la fusion n'arrivera pas à ses fins. Et on est habitué à ce qu'une fusion soit mise en échec. C'est un peu la tragédie qui les accompagne dans Dragon Ball, hormis Gogeta dans le film face à Janemba. Que tout soit bien clair concernant Vegeta, je ne trouve pas qu'il soit extrêmement marquant. Malgré les énormes talents qui ont bossé sur l'épisode, que l'animation soit si folle que ça. Je la trouve parfois raide, je pense que cet épisode aurait pu nous livrer quelques moments type Sakuga, le fameux terme qui fait simplement référence à un dessin d'animation mais qui depuis quelques années est évocateur de scènes d'énormissime qualité. Ça aurait pu être le moment d'envoyer comme ils l'ont fait au final, entre Goku et Tamagami numéro 3, d'où le fait que ça souffre de la comparaison. Je trouve, et je vous dis ça en toute modestie, jamais je ne pourrais faire quelque chose d'équivalent ou produire quelque chose de supérieur, loin de là. Mais de par mon modeste regard, je trouve également que parfois les dessins pêchent un peu aussi sur ce Vegeta qui aurait pu être sublimé. Cependant, je trouve que sa transformation est plus que DBZ-esque. On est vraiment immergé comme à l'époque pur jus. Je trouve également, et ça aucun personnage n'en a bénéficié dans Daima à ce jour, que Vegeta a disposé d'une iconisation formidable. Certes, l'animation ne suivait pas forcément, les dessins également, et que cela soit en matière de posture, d'air de visage, de froideur, de mouvement, d'attaque, de combo, de manière de diriger la danse avec son adversaire qui est pourtant réputé comme extrêmement fort, ce que l'on a de meilleur quasiment dans ce monde. Vegeta a véritablement été posé sur un énorme piédestal dans l'épisode,
l'épisode, et c'est ça pour moi qui en ressort profondément. C'est ce jus-là que j'extirpe de ce combat-là, de cette scène, et qui le met véritablement en valeur. Heureusement qu'il y a ces choix qui ont été faits, notamment au niveau du storyboard par exemple. Ça compense pour beaucoup, et je pense que c'est ça qui sera retenu par beaucoup de monde, qui excusera certains défauts d'animation, pourquoi pas, ou certains manques, parce que l'on a beaucoup de plans sur ce Vegeta qui sont dignes d'être des fonds d'écran, qui sont dignes d'être des miniatures YouTube. Quelque chose qui marque, qui impacte sur ce plan-là, oui, on l'a. Et au-delà de miniatures ou de fond d'écran, ça, c'est assez dérisoire. Ce qui est bien plus important, c'est que ces images vont littéralement imprégner dans notre cerveau, dans notre mémoire. Sur ces aspects-là, on pourra retenir ce Vegeta, celui qui fend la mer en deux, celui qui esquive les coups d'épée comme Goku face à Trunks, celui qui s'est battu face à deux adversaires énormissimes en même temps avec un petit côté tricherie de la part de Neba, celui qui n'a pas laissé la place à Son Goku de briller ici, celui qui a ridiculisé le Tamagami numéro 2, qui l'a littéralement pris de haut, celui qui en toute froideur a puisé à nouveau dans le canon Garrick alors qu'il déploie une puissance et une forme similaire au Super Saiyan 3, celui qui aura même pu dans l'épisode choquer Goku de par ce pouvoir qu'il déploie, et dont Goku se pense être le seul possesseur accompagné de Gotenks lorsqu'il est formé. Il y a beaucoup de cases importantes que Vegeta coche dans cet épisode, et sur ça je le félicite. L'épisode, vraiment. Si vous me demandiez ce que je devais en retenir, ce serait vraiment ça pour Vegeta. Ça fait sa force dans l'épisode. Et malgré sa petite taille, j'ai véritablement vu un Vegeta plus adulte et mature que jamais. Pas forcément imbu de sa personne comme il pouvait l'être avec Super Vegeta par ailleurs, mais plutôt comme un Vegeta réfléchi qui a bien évalué son adversaire et qui sait qu'il n'a rien à craindre. Tout comme il n'avait rien à craindre face à Pui, bah là, face au Tamagami avec ce pouvoir-là, il ne ressent aucun danger. Reste calme, détendu, relâché et n'aura même pas besoin de porter un véritable coup final au Tamagami numéro 2, mais plutôt de lui indiquer la direction de la porte de sortie pour qu'il s'avoue vaincu. Ça a été pour moi la sève de ce combat dans l'animation. C'est un choix qui se respecte, mais qui ne le rend pas aussi percutant qu'il l'aura pu l'être pour Goku, qui n'était qu'en, entre guillemets, SSJ2, face qu'à, encore une fois entre guillemets, un Tamagami numéro 3. Là où ça paraissait très fluide, très vif, coup de jeu de lumière, grosse emphase sur le clash des vagues de ki et de magie. C'est donc avec ce contraste-là que je ressors de l'épisode. Vous saisissez pourquoi il m'a véritablement plu, mais également pourquoi il m'a manqué quelque chose. Et ce quelque chose risque de faire passer Vegeta SSJ3 à côté du fait de pouvoir marquer l'histoire. Quelque chose dont chacun se souviendra plus tard, mais qui ne reviendra peut-être pas immédiatement en tête. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que l'on a Vegeta 4. Dans Dragon Ball Super Broly, on apprend qu'il est le 4e, qui est en 3. Au-delà de ce petit détail, je vous ferai remarquer le temps d'écran. Vegeta au global et surtout Super Saiyan 3 est beaucoup moins vu dans l'épisode que Majin Buu. Vous avez pas eu cette sensation comme moi de se dire mais attends, il y a Vegeta qui se bat et on me bourre le crâne avec ce Majin Buu qui s'enroule autour du Tamagami, qui lui fait des pirouettes etc, qui veut du chocolat. Montrez-nous le gros morceau Vegeta. Bien, je pense que, probablement aux yeux d'Akira Toriyama, le gros morceau d'histoire à ce stade-là, c'était Majin Buu, et pas forcément Vegeta. Vegeta était plutôt là pour nous servir ce que l'on attendait depuis un petit moment, et sûrement déverrouiller des explications par la suite. Mais à n'en pas douter, ce qui va porter l'histoire plus loin et ce récit, c'est Majin Buu notamment. Arinsu, Majin Buu évidemment. Alors avant d'en arriver à eux, petit arrêt sur image concernant Neba, j'aime beaucoup sa relation au Tamagami, et je me demande si l'on aura une surprise, un jour ou l'autre, car je ne crois pas, il faudrait revérifier le premier épisode etc, mais que les Tamagami aient nommé Neba pour le moment. Ce serait intéressant qu'en toute fin de série, on ait un Tamagami qui ne l'appelle pas Neba, mais par exemple Zarama-sama. Et là on comprendrait tout de suite que ce Neba est une entité tout autre que ce à quoi l'on croit, le fameux dieu dragon Zarama. Ça pourrait être lui, hein, pourquoi pas. À l'origine des Dragon Ball, du Daimakai et des Super Dragon Ball, j'ai beaucoup apprécié aussi sa manière de suivre le cours naturel des choses. Il a quand même fait dévier en accordant un power-up au Tamagami, mais j'ai eu l'impression qu'il voulait vérifier si c'était bien la bonne direction, et il a l'air de se réjouir de voir Vegeta et ses amis vaincre ses propres créatures et obtenir les Dragon Ball. Alors est-ce qu'il fait ça pour mieux planter le coup de couteau plus tard et suivre cette aventure avec Goku et ses amis, ou bien pense-t-il réellement que quelque chose va changer dans ce monde grâce à cette bande qui vient de débarquer ici? C'est fort probable, et peut-être que Goku et ses alliés nourrissent les espoirs de Neba qu'il n'a jamais vu être concrétisés depuis des millénaires. On aura eu une petite scène sur Goku et Vegeta vis-à-vis des Medicoptères, notamment vis-à-vis du Résurrecoptère, Vegeta qui n'a pas voulu déguster un insecte, et on commence un petit peu à flirter avec le côté non, je veux pas de ton artefact, je ne veux pas fusionner, je ne veux pas manger ton senzu rempli de protéines là, laisse-moi tranquille.
fil. Et on commence à rentrer dans ce petit jeu de la négation face à la proposition de Son Goku. Du côté de Vegeta, attention de ne pas trop forcer dessus parce que si Vegeta se refuse ensuite également pour la fusion, ça va faire 2 fois le même jeu. En tout cas, nous sommes partis en direction du premier monde. Dans celui-ci a eu lieu le combat de Majin Buu qui, je le répète, a été vraiment le cœur de l'épisode. Et le titre Véritable Force est à prendre pour moi profondément du côté des deux fronts. Pour Vegeta, mais au final, qui en doutait qu'il avait de tels pouvoirs en lui? Personne. Et surtout du côté de Majin Buu, qui pensait qu'il pourrait vaincre le Tamagami numéro 1 si facilement? Beaucoup moins de monde. Même pas sa créatrice Arinsu. Qui aurait cru que Majin Buu aurait su résoudre l'énigme du premier Tamagami? Même Arinsu n'a pas réussi à suivre. C'est un élément pour nous montrer qu'il y a une forme de potentiel latent dans ce Majin Buu. Il y a vraiment de quoi se demander d'où ça provient. Est-ce que Majin Buu aurait récupéré l'essence de Buu justement, plus purement, tandis que Buu aurait pu récupérer plutôt des aspects liés au Kaioshin qui étaient dans l'essence de Buu, et donc leur intellect? Il y a eu de véritables forces sur de multiples fronts, à de nombreux égards qui nous ont été révélés ou sur lesquels on commence à lever le voile dans l'épisode numéro 12. Et j'espère que l'on ne passera pas à côté, car Vegeta en ressort comme la star car il est profondément ancré dans nos cœurs, mais d'autres personnages inédits propres à cette série sont extrêmement prometteurs. Et l'on sait que ce que l'on a là par rapport à Buu et Buu est en quelque sorte leur forme de base. Là où Vegeta a donné le maximum qu'il avait. On a parlé de perspective d'évolution, combat à 2 Super Saiyan 3 combinés, fusion des deux, nouvelle transformation évidemment, mais c'est beaucoup plus en mode dépassement des limites, tandis que Buu et Buu sont purement des nouveau-nés et se découvrent progressivement de nombreuses capacités. Ces deux-là ont purement une base terrifiante et leurs évolutions pourraient vachement bouleverser les épisodes à venir. Il y en a un qui doit se bouger au bout d'un moment, c'est quand même Goma. C'était un reproche que je lui formulais à l'épisode précédent. Là, il semble en avoir pris conscience lui-même au cœur du scénario, il est resté trop passif et doit agir désormais. Il n'y a plus de place pour l'hésitation et encore moins pour l'observation, sinon tout lui passera sous le nez. L'épisode numéro 13 se nomme Surprise. C'est à vrai dire tout ce que nous sommes en droit d'attendre de cette série à l'avenir. Vous avez été sur mon dernier sondage en date, 76% sur 3700 votants à trouver l'épisode top, 15% moyen et 9% zéro. Alors il y a toujours sur ces sondages depuis le début une écrasante majorité de top. C'est plutôt dans les commentaires que les personnes expriment leur mécontentement, comme quoi on se rend compte avec ces sondages que l'on a plutôt tendance à exprimer ses déceptions à l'écrit via l'expression, qu'elle soit écrite ou orale, peu importe, et de manière plutôt passive et majoritairement de manière plus implicite et douce, comme notamment avec un petit clic sur un sondage pour dire que c'était top, lorsque l'on a été satisfait. Ce qui nous indique donc que les vidéos TikTok, YouTube, les commentaires sur ces mêmes réseaux ou d'autres comme Twitter et Instagram ne sont pas véritablement le reflet de la pensée commune et générale. On y voit souvent le verre à moitié vide, alors qu'en réalité dans le fond, chez ceux qui n'ont pas le besoin ni l'envie de s'exprimer véritablement, de formuler des phrases et de mettre des mots sur tout cela, se contentent d'un petit clic pour nous indiquer qu'ils ont beaucoup apprécié. Vous pouvez aller dans l'onglet communauté de cette chaîne, j'ai laissé tous les sondages actifs. Depuis le premier épisode jusqu'au 12e, ce sont toujours des scores écrasants. Et je rappelle que ces sondages ne sont pas proposés simplement à ma communauté. Ces sondages sont aussi propulsés vers des personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, qui n'y sont pas abonnés, qui ne suivent pas forcément Dragon Ball de près. L'algorithme de YouTube est plutôt bien fait sur cet aspect-là, permet à diverses personnes de tous horizons d'interagir avec ce sondage. Je vous mets le lien en sa direction en zone commentaire. On se retrouvera prochainement pour l'analyse de la preview de l'épisode numéro 13. On peut probablement le prendre avec un petit peu plus de temps et de recul, vu que le prochain épisode n'arrive que le 10 janvier. Entre-temps, on devrait beaucoup avoir à en dire également sur le final de Bleach, dernier double épisode de la saison qui arrive sous quelques heures. J'espère que cette review, un peu moins au global analytique que d'habitude, mais c'est aussi l'épisode qui s'y prête, avec ce florilège de combats, et plutôt dans l'émanation de mon ressenti en tant que fan, ce qui est pas plus mal me direz-vous, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus, de pouces en l'air, à me laisser le petit mot de passe, ne l'oublions pas en fin de vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, pour celle-là, on va mettre Vegeta 3 le Gaulois. Alors c'est vrai qu'il y a de grosses réputations entourant Vegeta le DZ, on va pas le nier, mais bon, là dans l'épisode, on a vu qu'il était prêt pour la baston, et je suis sûr qu'il dirait pas non à un bon buffet et banquet après celle-ci. Vegeta 3 le Gaulois, ça me fera plaisir de savoir que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci vraiment, du fond du cœur. On va se retrouver, je l'espère, vous retrouver en stream dès bientôt. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.